Bienvenue! Aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos cellules pour raconter l'histoire d'une molécule. Une molécule absolument vitale, mais qui, parfois, à cause d'un tout petit défaut, peut déclencher d'énormes problèmes. C'est l'histoire à la fois fascinante et complexe de ce qu'on appelle les hémoglobinopathies. Pour bien comprendre, imaginez notre système sanguin comme un immense fleuve qui transporte la vie à travers tout notre corps. Mais alors que se passe-t-il si ce fleuve se retrouve soudainement bloqué? C'est exactement le genre de drame qui se joue dans les maladies dont on va parler. Au centre de toute cette histoire, il y a une protéine star, l'hémoglobine. C'est elle qui, bien calée dans nos globules rouges, a pour mission cruciale de capter l'oxygène dans nos poumons et de le livrer partout où notre corps en a besoin. Pensez-y comme le moteur de notre service de livraison interne. Sans elle, rien ne fonctionne. Allez, on commence avec la plus connue de ces maladies, la drépanocytose. Et là, le souci, ce n'est pas un manque de quelque chose, non, c'est un problème de forme, une toute petite erreur dans l'architecture même de la molécule d'hémoglobine. Mais avant de voir ce qui cloche, regardons à quoi ressemble la version qui fonctionne parfaitement. Ça, c'est l'hémoglobine A, ou HbA. La version saine, la norme. Une structure super efficace, optimisée au maximum pour sa mission de transporteur d'oxygène. Et voici l'origine de tout. C'est à la fois incroyablement simple et absolument dévastateur. Tout se joue sur une seule, unique petite erreur dans notre code génétique. Sur la chaîne de protéines bêta, au 6e maillon, un acide aminé, l'acide glutamique, est remplacé par un autre, la valine. Une seule lettre de changer dans le code, ça paraît minuscule, mais les conséquences, elles, sont gigantesques. À cause de ce simple changement, l'hémoglobine, qu'on appelle maintenant hémoglobine S, se comporte différemment. Dès qu'elle libère son oxygène, elle n'aime plus être seule. Les molécules s'agglutinent, s'empilent et forment des sortes de fibres rigides à l'intérieur du globule rouge. Résultat, le globule perd sa belle forme de disque souple et se transforme en une sorte de croissant de lune ou une faucille. Et le pire, c'est qu'il devient rigide et collant. Et attention, on ne parle pas d'une maladie rarissime. Pour donner une idée, aux États-Unis, près de 8% des personnes d'ascendance africaine sont porteuses de ces traits génétiques. C'est un chiffre qui montre bien à quel point il est important de comprendre cette maladie. Cette petite erreur de forme va déclencher une cascade de problèmes dans tout l'organisme. C'est un véritable effet domino. Le symptôme le plus connu et le plus terrible de la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Alors comment ça marche? Eh bien, tout part d'une situation où l'oxygène manque un peu. Ça déclenche la transformation des globules rouges en faucilles. Comme ils sont rigides et collants, ils s'accrochent et finissent par créer un véritable embouteillage, un bouchon dans les plus petits vaisseaux sanguins. Et ce blocage, non seulement il empêche l'oxygène d'arriver au tissu, ce qui crée des lésions, mais en plus, ça provoque des douleurs absolument terribles. Et malheureusement, sur le long terme, ces crises à répétition et le fait que ces globules rouges anormaux sont détruits beaucoup plus vite, ça use l'organisme. L'anémie devient chronique. Mais il y a aussi des complications très graves, des atteintes pulmonaires, ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, un risque bien plus élevé d'AVC et des dommages progressifs sur des organes vitaux comme la rate, les reins ou les poumons. Mais attention, une molécule mal formée, ce n'est pas la seule façon pour l'hémoglobine de nous poser problème. Il existe une autre grande famille de maladies, les thalassémies, et là le problème est d'une toute autre nature. En fait, on peut résumer la différence très simplement. La drépanocytose, c'est un problème de qualité. La molécule est là, mais elle est mal fichue. La thalassémie, par contre, c'est un problème de quantité. Le corps ne fabrique tout simplement pas assez d'hémoglobine. Le mécanisme est différent, on l'a dit. Ici, ce sont les gènes qui commandent la fabrication des chaînes de protéines, alpha ou bêta, qui sont défectueux. Du coup, la chaîne de montage est bancale, il manque des pièces, et au final, le corps produit beaucoup moins d'hémoglobine fonctionnelle. Et pour complexifier un peu les choses, il existe d'autres variantes. L'hémoglobine C, par exemple, qui cause une anémie plus légère. Il y a aussi des formes combinées, comme la maladie HbSC, qui est souvent une forme de drépanocytose moins sévère. Tout ça pour dire que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, on est face à un large spectre de maladies avec des gravités très variables. Bon, on a vu le problème. La question maintenant, c'est comment on détecte ces maladies? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour les traiter? Le diagnostic, en fait, peut se faire à plusieurs moments clés. On peut le faire avant même la naissance, grâce à des tests génétiques. Ensuite, dans de nombreux pays, il y a un dépistage systématique à la naissance qui permet de repérer les anomalies de l'hémoglobine très tôt. Et bien sûr, plus tard, des analyses de sang plus poussées permettent de confirmer précisément de quelle maladie il s'agit. Au niveau du traitement, la stratégie repose sur deux grands axes. D'un côté, il faut gérer les symptômes au jour le jour et prévenir les complications.
Et de l'autre, l'objectif ultime, c'est de trouver des solutions qui s'attaquent à la racine même du problème génétique. Aujourd'hui, l'arsenal thérapeutique est assez varié. Il y a d'abord les soins de soutien, gérer la douleur, bien s'hydrater, se protéger des infections. Ensuite, il y a les transfusions sanguines, qui sont vitales pour beaucoup. On a aussi des médicaments qui aident à réduire la fréquence des crises. Et enfin, pour les patients qui reçoivent beaucoup de transfusions, il y a des traitements pour éliminer le surplus de fer qui peut devenir toxique pour l'organisme. Pour l'instant, le seul traitement qui peut vraiment guérir la maladie, c'est la greffe de cellules souches de moelle osseuse. Mais c'est une procédure très lourde, non sans risque, et il faut trouver un donneur compatible, ce qui est loin d'être simple, donc ce n'est pas une option pour tout le monde. Et c'est là qu'on se tourne vers l'avenir. On vit une époque assez incroyable pour la médecine. Avec le développement des thérapies géniques qui visent à corriger l'erreur directement dans l'ADN, la question se pose, est-ce qu'on pourra un jour tout simplement effacer ces maladies? C'est en tout cas le plus grand espoir de la recherche aujourd'hui.